J'ai fini SNK. Et en faisant le tour des réactions, beaucoup voient dans la mort de Eren par Mikasa la mort de l'aimé par l'amante. La réalisation de ce que Ymir aurait voulu être capable de faire vis-à-vis du roi Fritz. Aller au-delà de leur amour pour arrêter le chaos orchestré par le bien-aimé. Mikasa serait alors la matérialisation de la volonté d'Ymir et Eren la réincarnation du roi Fritz. Par conséquent, en se basant sur cette idée, toute l'histoire de l'attaque des Titans pourrait se lire en faisant le parallèle entre l'histoire de Ymir et Fritz et Eren Mikasa. L'histoire Eren Mikasa accomplirait celle laissée en suspens par Ymir, car Ymir s'est donné la mort au lieu d'arrêter Fritz. C'est ce que j'appelle la thèse de l'amour. Sauf que, même si SNK serait la narration d'une histoire d'amour, ce que j'en doute, le parallèle qui est fait entre Mikasa et Ymir, ainsi que Eren et Fritz, ne tient pas. Le roi Fritz a opprimé le peuple d'Ymir avant d'aller en conquérir d'autres. Lui a coupé la langue et lui a arraché un œil avant de lui lâcher ses chiens. Et lorsque Fritz s'est rendu compte que Ymir pourrait être bien plus utile que quiconque, a fait d'elle sa femme et à sa mort, a forcé ses enfants à manger le corps démembré de leur mère afin que sa descendance puisse poursuivre sa domination pour l'éternité. Toute sa vie, Ymir fut traité comme un esclave et même au-delà de la mort. De l'autre côté, alors qu'Eren n'était qu'un enfant, mit sa vie en jeu pour sauver une jeune fille qu'il connaissait à peine. Il a suscité chez Mikasa le désir de vivre, ainsi qu'une raison de se battre. Contrairement au roi Fritz, Eren n'a jamais instrumentalisé la relation qu'il avait avec Mikasa. Et l'écharpe qu'il lui donna en est un excellent symbole. Mais encore à la toute fin du manga, en se refusant de jouer sur sa conscience, non seulement à elle, mais également à tous ses camarades. Mais qu'il en avait le pouvoir comme le premier roi de paradis. Mais si quelqu'un représente effectivement le roi Fritz, c'est bien Sig. C'est magnifiquement bien montré par l'auteur au scan 122 lorsque Eren et Sig retournent dans l'axe après avoir voyagé dans le temps. Avec sa longue barbe et ses cheveux longs, Sig ressemble à s'y méprendre au roi Fritz. Et comme lui, il ordonne obéissance à Ymir. Les agissements de Ymir vis-à-vis de Fritz n'ont rien à voir avec de l'amour. De tels actes sont le symptôme d'une maladie. C'est le syndrome de Stockholm. Une question se pose. Si aucun parallèle n'est possible entre Mikasa et Ymir, alors quel est l'axe central du manga? Cet axe a été donné dès le début, la liberté et l'aliénation. Si la fin a surpris, c'est parce qu'elle est en rupture avec le thème développé. Pour essayer de comprendre ce thème, nous allons faire un détour. Isayama n'est pas le seul à avoir proposé une vision de l'histoire basée sur le déploiement de la liberté aboutissant à la fin de l'aliénation. Nous allons nous baser sur deux auteurs pour essayer d'esquisser ce point de vue. Tout d'abord, il y a ce grand philosophe allemand, Hegel. Allemand tout comme les références que fait Isayama dans son œuvre, et c'est sûrement de lui qu'Isayama a tiré sa conception de l'histoire. Quelle est la thèse de Hegel? La raison gouverne le monde. Ce dernier voit dans les concepts de liberté et d'aliénation des éléments centraux pour expliquer le monde. Les travaux du second auteur que nous allons convoquer est lui aussi allemand, non des moindres. Friedrich Engels, surnommé par ses proches le général, un homme aux multiples casquettes qui, aux côtés de Karl Marx, a forgé le matérialisme historique. Son œuvre, L'origine de la propriété privée, de la famille et de l'État, va nous être tout aussi utile que l'introduction aux leçons sur la philosophie de l'histoire de Hegel. Le concept clé qui va être ici survolé est la liberté. Donc, question simple, qu'est-ce que la liberté? La liberté est l'accomplissement de l'histoire, la réalisation de l'homme, la fin de l'aliénation de l'homme, par l'aboutissement de la dialectique du maître et de l'esclave qui doit être fini à amener aux hommes à comprendre l'universalité de l'homme dans sa pluralité. Sortir de sa position sectaire ou plutôt mieux s'y pénétrer. Et enfin, de rendre possible le dévoilement du monde par la raison, chose signifiant l'appropriation du monde. Ce processus s'effectue en plusieurs phases durant lesquelles cette universalité se révèle successivement et nécessairement par la lutte à mort qui, à l'image de la fin des temps, doit aboutir à une libération du mal. C'est la chute jusqu'au bout. Cette lutte est double. Elle est à la fois lutte pour l'existence et lutte pour la reconnaissance. Lutte contre l'aliénation et lutte pour la reconnaissance au sein de la nature et au sein de la société. Ce qui est pour l'homme
les deux faces de la même pièce, car l'un permet l'autre, et l'autre s'oppose l'un. Aussi loin que l'on sache, ce combat voit jour dès les premiers temps d'existence de l'homme. Nomade et physiquement frêle, se déplaçant de contrée en contrée en fonction des saisons, du gibier et de la végétation. Symboliquement, l'une des choses qui l'aurait radicalement changé serait le feu, cet élément pointant vers les cieux. En tout cas, historiens comme paléontologues s'accordent pour dire que c'est aux alentours du néolithique que la fracture vit jour. C'est le passage de la préhistoire à l'histoire. Jusqu'ici, les hommes ont, du moins d'un point de vue profane, une vision étriquée du monde au regard de ce qu'ils sont appelés à être. Les principes se limitent à la chair. Les lois, les rites et la religion ne concernent que ceux charnellement liés à l'ancêtre commun. Mais elles ont le mérite de révéler l'une des formes de la raison universelle. C'est pourquoi les 10 commandements ne pouvaient qu'être des lois ethno-raciales, c'est-à-dire juives. C'est dans la Grèce antique ou la Chine, le culte des ancêtres, mais sans comprendre que ces ancêtres ou mes ancêtres sont une partie de l'un, et que donc tout homme est une réification de la raison de l'homme et de celle de l'univers. Ces faits ne sont pas sans lien avec les conditions d'existence de ces hommes, mais à un moment donné tout change, à l'avènement du surplus. Minime il était, mais de grande importance il fut. Ce changement va, entre autres, se réaliser par des modifications climatiques qui vont favoriser la découverte de l'agriculture, la domestication végétale et l'élevage, puis par le perfectionnement des outils de subsistance. Le perfectionnement des moyens de subsistance matérialisés par le passage de l'âge de pierre à l'âge de fer vont permettre aux agriculteurs d'accroître leur rendement. Ce qui va déboucher au développement de l'artisanat puis au commerce. Ces modifications vont permettre aux pasteurs d'améliorer leurs instruments de guerre. Cela va avoir pour autre conséquence d'intensifier l'antinomie agriculteur-pasteur. Face à ces nouvelles conditions de travail, l'économie de subsistance va progressivement se transformer en économie de prédation, en projection dans l'espace et le temps. La terre, l'homme et l'animal devient un capital. C'est le début de la réification marchande. Des États se développent pour à la fois contenir le développement de la lutte des classes provoquée par le développement de la division du travail et, dans un second temps, permettre la subsistance du groupe face aux aléas de la nature. Sécheresse, invasion, animale ou humaine, rapine et invasion guerrière. C'est à ce stade qu'un certain nombre de choses se cristallisent. La politique ne va pas seulement structurer les rapports socio-économiques, elle va justifier ces rapports pour assurer la pérennité du pouvoir. C'est la sanctification de l'être. On est ce qu'on fait, et ce qu'on fait est ce qu'on est. Cela ne fait qu'un. Par souci de stabilité, la fonction est transmise par hérédité. C'est le monde des ordres et des castes. Un système totalement opposé aux sociétés de l'avoir, basées sur la messe mammonique, au sein desquelles il y a des corrélations entre ce qu'on est et ce qu'on fait. Et effectivement, ce que nous sommes correspond à l'essence, à savoir à l'image de tout homme, une des manifestations de la raison universelle. C'est ce qu'on fait est alors, de ce point de vue, une conjoncture spatio-temporelle de la raison, qui, par principe, est accidentelle. Si ce long chemin qui est parvenu aux sociétés de l'avoir devait aboutir au mensonge que nous vivons, l'homme n'a cependant toujours pas assouvi son désir de liberté. Le développement technique de ces derniers siècles a changé l'humanité tout entière. Les rapports que les hommes entretiennent avec la nature et leurs semblables ont été profondément changés au fur et à mesure que les économies s'interconnectaient par l'épée et la poudre à canon et que fut imposé des rapports d'argent. À bien des égards, la rationalité de l'homme fut retournée contre lui. Le travail, procès par lequel l'homme transforme son environnement, a été perverti, laissant penser que seule la vie hors du travail, seule la consommation infinie dans la paresse la plus totale, constitue la vie, la vraie vie. Les symboles de cela sont légion. C'est le parasite de Wall Street manifesté par Jordan Belfort, dont le biopic fut un grand succès. Pour les plus âgés, c'est Al Pacino dans Scarface. Deux films dans le même espace-temps. L'antre de la bête. Les States des années 80. Toujours en Occident, mais plus proche encore. Les dropshippers, TikTokers, influenceurs et vendeurs de formations qui sont à la fois la réaction à la division internationale du travail des années 60 à 80 et de la fin de l'ancien style de vie corporate.
Par l'é- par l'élargissement infini des marchés, ces productions culturelles ont inondé le monde. Les rapports de force changeant, dans les quatre coins du monde s'élèvent des nations contre cette vision de psychopathe. Révolte de nations, grand reset, big catastrophe. Aujourd'hui comme hier, une révolution est nécessaire dès lors que les hommes constatent et désirent sortir de leur fausseté, lorsque l'ordre ne se justifie plus. C'est alors que les rapports entre les hommes, les rapports à la nature, ainsi que les valeurs manifestées par les arts, en quelques mots, leur représentation du monde, changent avec leurs rapports sociaux de production. Empreints de l'ancien monde, de nouvelles classes d'hommes s'érigent pour faire advenir un monde nouveau. Synthèse des aspirations de leur temps, passionnés ou possédés, ils s'efforcent d'accomplir la mission qui est la leur. Vis-à-vis de l'ancien ordre, ils apparaissent odieux et immoraux. De telle sorte, comme le souligne Engels, l'histoire peut se lire sous l'angle du triomphe du mal. Comme le montre aujourd'hui la promotion d'idéologies mortifères par ceux qui se présentaient il y a peu comme les porteurs de la rationalité, il a été associé au progrès la négation des contraintes biologiques et à un mieux vivre, avec pour médiation la liberté bourgeoise. Or, le développement de la rationalité, chose qui induit une compréhension plus fine de la nature, ne conduit pas nécessairement à un mieux vivre. C'est toute l'histoire du 19e et 20e siècle. C'est paradoxalement à son triomphe que les traités contre la rationalité se mirent à pulluler. L'autre panafricaniste l'a bien souligné. Seule la lutte libère. C'est la lutte des classes. Cette dialectique du maître et de l'esclave aboutissait au renversement de l'état de fait et de ses représentations. Des représentations qui, à un certain niveau, bloquent même le développement du savoir, à l'image de l'Inquisition à la Renaissance. L'Inquisition a été pour Galilée et la science ce qu'est aujourd'hui Elslever, Springer Nature ou Wiley Blackwell pour les doctorants et la science moderne. Après avoir été un facteur de progrès, un frein. C'est cette dialectique menant au principe qui permet réellement de transcender les identités pour un universel désirable et fécond. Par cette dialectique, les hommes changent leurs rapports sociaux, leur rapport à la nature et à Dieu. Jusqu'ici, ce processus aboutit à l'arrêtement du monde et, toujours par l'abstraction, à traiter comme une chose tout objet et tout sujet. Un traitement qui ne peut que intensifier le désir de reconnaissance. Et, dans le meilleur des cas, on l'espère, aboutir à une reconnaissance mutuelle. On sortirait alors du sectarisme racial, puis de l'universel marchand pour un universel plus durable. Les sous-entendus que pose leur notion de progrès et les luttes par lesquelles la conscience des hommes a dû passer pour ériger des institutions toujours plus grandes et inclusives, non sans lien avec un certain progrès matériel. Mais son développement est beaucoup plus complexe qu'esquissé ici. Le combat physique permet alors l'avancement d'une meilleure compréhension du monde lorsqu'il s'accompagne d'un travail intellectuel. Un travail qui est alors là pour révéler la direction à prendre. Pris sous cet angle, l'opprimé est le plus à même à vouloir développer une théorie à même de renverser l'ordre établi. Du moins, lorsqu'il s'approprie l'outil de la raison. Mais encore faut-il se l'approprier. Ce qui peut signifier développer les théories de l'ennemi, comme les panafricanistes qui étaient Fanon ou Alterné, et non comme les pseudo-panafricains qui tombent dans le ressentiment et la morale de l'esclave. Tout ce développement est contenu au sein de SNK. Il y a une scène en particulier qui contient en puissance l'ensemble de ces éléments. Et pour plus de contenu, like, abonne-toi et partage. Une scène en particulier le montre très bien. La première rencontre de Eren et de Reiner dans la saison 4. À la saison 2, Eren jure vengeance. Jure de faire ce qu'il peut pour faire subir à Reiner et Berthold la mort la plus atroce qui soit. Dans la saison 4, Eren est passé outre. Il a compris pourquoi on en est arrivé là. Il comprend l'enchaînement logique qui a amené à cette confrontation, la part de conditionnement et la nécessaire volonté qui induit l'accomplissement de ses rêves, de ses objectifs, de ses passions. Et ici, on ne parle pas de caprice, mais d'accomplissement, de désirs communs qui prennent une forme exacerbée chez les individus. Et puisqu'ils sont tous prisonniers de leur propre histoire, les choses s'expriment donc de façon différente. Chez Eren, le désir de découvrir l'extérieur des murs va le pousser à vouloir éradiquer le titan pour finalement faire en sorte que ses amis vivent le plus longtemps possible.
C'est son impuissance face à la mort de sa mère ou à celle d'Annès qui alimente son désir de liberté et qui l'humanise. Tout comme les doutes de Rainer au moment de fracasser le mur tel un Rubikman. Puis, son flashback. Un enfant dont les parents ne veulent pas être ensemble en raison du ressentiment marre, mais qui veut les réunir en se montrant à la fois comme un fils guerrier eldien, rachetant les péchés de son peuple par le massacre de la partie de ce même peuple qui s'est exilé et en se montrant comme un fils honorable. Même les aspirations de la fraude Annie nous sont compréhensibles. Grisha, Sig, ils partagent tous un même désir. Si les renversements de rapports de force Eldjamar, Rainer et Ren, Paradigmar, s'accompagnaient d'un renversement dans les représentations du monde et par cela la compréhension que, aussi viles soient-elles, les aspirations des uns étaient également les aspirations des autres à un moment donné, cela n'a pas pour autant arrêté le cours de l'histoire. C'est la confrontation Irène-Rainer. Les deux protagonistes ont beau réaliser la fausseté des discours déshumanisants, ils ne peuvent pas pour autant arrêter l'avancée de l'histoire, dont la raison d'un point de vue hegelien est symbolisée par Émir et l'axe sa ramification. Marx rappelait que les représentations de toutes les générations mortes pèsent d'un poids très lourd sur le cerveau des vivants. Ici, ce n'est plus seulement les représentations, mais Eren directement qui, grâce à son pouvoir du titan, aiguille les différents possesseurs de l'assaillant en usant de leur passion pour que s'accomplisse ce qui doit s'accomplir. Telle la raison de l'histoire, ou plutôt ici, telle que l'exige la volonté d'Ymir. C'est ce qu'a très bien compris Eren, c'est ce que Sig n'a pas su saisir. C'est pourquoi Sig s'est trompé sur le rôle qui était le sien. C'est pourquoi, en retour, Ebir a accompli la mission de Eren. La lutte pour la sortie de l'aliénation devait aboutir à la confrontation Eren-Rainer. C'est pourquoi ils en sont là au début de la saison 4. À la saison 4, on n'a plus le même Eren. Le Eren impulsif et réfléchi. Nous avons désormais un Eren qui a cherché à comprendre tous les développements esquissés jusqu'ici. C'est son voyage à Mar. C'est les questions qu'il pose à Rainer. Pourquoi sa mère s'est fait dévorer par un titan? Pourquoi ont-ils dû briser le mur? Puis, toujours sans exhiber de colère face aux réponses de Rainer, un peu plus loin, détournant un moment le regard, mais sans pour autant montrer de dégoût, mais plutôt de la compréhension, un Eren qui ajoute Je vois, si c'était pour sauver le monde, il n'avait pas énormément de choix. Il exprime de la compassion. On pourrait se demander s'il s'agit d'une façade, mais en réalité, il ne contient aucune colère. Face à cette réponse, Rainer rappelle la promesse qu'Eren a formulée dans la saison 2, la fameuse mort atroce. Rongé par les remords, Rainer suppose que Eren est venu réaliser sa promesse. Répondant par un Je m'en souviens vaguement, suivi par un Oublie ça. Rainer ne s'entendait pas à ce que l'impulsif et colérique Eren l'absoude de ses crimes. Eren ne va même plus loin. Il va jusqu'à le plaindre. Face à ça, Rainer craque, s'agenouille les larmes aux yeux, face contre terre, et confesse qu'il le voulait. Que son cœur n'est pas aussi pur qu'Eren ne prétend. Qu'il voulait être un héros, avec tout ce que cela impliquait. Qu'il voulait être respecté. Qu'il ne mérite pas de compassion. Qu'il ne mérite pas tant de compassion. Que ce qu'il a fait est inhumain. Et qu'il y a pris part avec forte conviction. Et pourtant, Eren tend sa main vers Rainer comme pour le relever physiquement et moralement. Le lieu où les événements prennent place est symbolique. À la surface, il nous est présenté l'origine du conflit et les enjeux du grand combat du jour sous une forme théâtrale et enfantine. Mais c'est dans les profondeurs, et si concrètement au-dessous de la scène, que la réalité du conflit est esquissée. Pas de mise en scène, pas de public. Ce n'est que Falco, le témoin de la génération à venir. En face de lui, deux êtres qui ont le mérite de se faire face et qui expriment leur ambition et leur douleur. Deux êtres de passion, une même légitimité, le droit de vivre décemment. Loin du spectacle, plutôt ce qui se joue réellement au sein du spectacle. Derrière les acteurs, les costumes et les lumières, les conséquences des actes de ceux qui organisent ce spectacle. Les artifices sont à la fois le moyen de susciter et d'orienter le désir. Mais Eren comme Rainer ont vu ce sur quoi reposent ces artifices. Qu'il s'agit de Eren et sa croyance en un monde au-delà des murs, sans barrière, ou Rainer avec sa volonté d'être un valeureux soldat. Et puis,
Tous deux se connaissent désormais, car ils se sont confrontés et savent ce sur quoi reposer leurs croyances mutuelles, sa raison et qui en profite le plus. Ils ne, sont, ils ne se font plus d'illusions. Les titans ne sont pas des monstres. Les démons de paradis ne sont pas des impérialistes. Les perceptions se retournent. Les uns et les autres peuvent faire un pas en avant. Il devient plus facile de se voir et de mieux voir ce qui nous sépare. Une fois au bord du fossé. On peut d'ailleurs percevoir l'organisation de cette réunion comme la stratégie des reines pour saper le moral ennemi par le remords. Comme il l'a fait avec son grand-père à l'hôpital psychiatrique, en évoquant sa famille pour le faire perdre ses moyens, car il s'est rendu compte que Falco livrait ses lettres. La finalité de ce théâtre correspond à ce que souhaite son auteur. À nouveau, le lieu où la scène prend place a toute son importance. Car cette représentation joue le même rôle qu'un mythe fondateur, c'est-à-dire ici d'expliquer et de justifier la hiérarchie ethnique des Mars et de légitimer la poursuite d'une histoire qui s'est arrêtée, c'est-à-dire l'attaque de paradis, comme aujourd'hui les drapeaux étoilés sur un certain peuple. En revanche, ici, dans l'attaque des titans, ces excuses raciales viennent camoufler les réalités des nouveaux rapports de force. Car comme le montre leur dernier grand affrontement, la force des titans se voit sérieusement concurrencée par la puissance de la technique. Mar a donc organisé cette cérémonie pour coaliser leurs forces à ceux d'autres nations. Le spectacle a alors pour rôle de réunir et d'encourager l'ensemble des forces vives de la nation, Eldiens de Mar y compris. Car si certes une coalition de leur part avec leurs supposés frères de paradis pour détruire leur oppresseur commun est peu probable, en raison de la propagande auquel ils font face, leurs forces sont loin d'être superflues pour maintenir la place Mar dans le monde et attaquer paradis. Mar, tel l'Empire romain, est arrivé au bout de sa contradiction. Symboliquement, c'est Gabi. Pris sous cet angle, on peut voir dans l'affection de Falco pour Gabi un possible espoir. L'un représentant la compassion nécessaire à la compréhension de l'autre et l'autre toute la colère, tout le ressentiment et l'aliénation du Eldien de Mar. Tout ce développement montre à nouveau pourquoi la fin de SNK aurait dû être tout autre. Une réelle apocalypse avec le triomphe du Christ. Mais encore faut-il le lire et le voir pour comprendre en quoi ce manga est un chef-d'œuvre.